Bonjour à tous, c'est Hugo pour Hugo et Chien et aujourd'hui on se retrouve pour encore une petite vidéo. Je vais vous lire un de mes textes et vous faire un petit commentaire dessus. Donc c'est un texte qui est d'ailleurs disponible sur la section articles de ma page Facebook. C'est un texte qui s'intitule Sortir en promenade ou dans le jardin, quelle différence? Donc c'est un texte qui s'intéresse à cette légende urbaine qui dit en clair, pour avoir un chien, il faut un jardin. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux et je vais essayer d'être le plus clair et je vous ferai un petit commentaire à chaque paragraphe pour vous expliquer encore plus clairement ce que j'ai écrit. On commence. Alors, c'est parti. Lorsque vous avez décidé de prendre un chien, vous avez probablement entendu qu'un chien a besoin pour être heureux de sortir 1 heure par jour. Vous l'appliquez donc à la lettre en lui permettant de sortir plus d'1 heure par jour dans votre jardin. Vous avez même attendu d'avoir un jardin pour avoir un chien. À chaque fois, votre chien est tout fou de pouvoir sortir et se dégourdir les pattes dans cet espace vert. Souvent, il revient d'ailleurs aussi tout fou de cette sortie, mais cette sortie lui a-t-elle vraiment servi? Alors là, on va du coup s'attaquer au vif du sujet. Est-ce que le fait de sortir un chien dans le jardin lui sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est un luxe ou est-ce que ça lui sert à quelque chose? Eh ben, on va répondre à ça tout de suite. Pourquoi sortir un chien? Un chien, pardon. Un chien a besoin d'activité physique pour être en bonne santé, comme tout animal, y compris nous, même si nos écrans ont tendance à nous le faire oublier. Vous l'avez probablement vu, chez votre chien, il a une énergie débordante. Il peut creuser un trou, sauter sur un jouet, faire le tour à toute allure et chasser un oiseau, le tout en moins d'1 minute. Une vraie pile électrique. Si son énergie n'est pas dépensée, il aura tendance à accumuler de la frustration et développer des troubles. Il est donc capital de lui permettre de dépenser cette énergie en lui permettant de sortir. Mais quelque chose manque à l'appel pour combler ses besoins vitaux. Le chien a non seulement besoin d'activité physique, mais aussi de stimuler son instinct et son intellect. De la même façon que l'énergie physique, cette énergie non dépensée créera des troubles. Mais alors sortir dans le jardin, est-ce que c'est insuffisant? Eh ben, je vais vous répondre à ça juste après, mais là, je vais faire un petit commentaire sur ce paragraphe. Donc oui, effectivement, les chiens ont besoin d'activité physique et intellectuelle. Donc de la même façon que nous, on a le problème, on a ce problème, c'est qu'avec les écrans, les smartphones particulièrement, et la télé, ce besoin d'activité physique est de plus en plus mis sur le côté. Donc du coup, on a beaucoup plus de difficultés à imaginer que le chien en a besoin. C'est normal. C'est un phénomène de vase communicant. Nous, on a moins d'activité physique parce qu'on considère qu'on en a moins besoin. Donc, le fait de penser que notre chien a besoin d'activité physique, c'est d'une certaine façon, imaginer l'effort que ça va nous demander de refaire, de réavoir une activité physique. Et là, c'est un gros problème chez l'équilibre dans beaucoup de meutes de maîtres et de chiens. Il y a un gros problème d'équilibre à ce niveau-là, où on n'imagine tellement plus l'importance de l'activité physique dans nos vies, qu'on n'imagine pas l'importance de l'activité physique dans la leur, c'est encore plus marqué chez eux que chez nous. Parce que nous, on est, on va dire, stimulés par les écrans qui nous amusent un petit peu, on a le travail qui nous fatigue un petit peu, on a des heures de coucher enfin des heures surtout de réveil, moins de coucher qui ont tendance en général à nous fatiguer. Donc c'est plus simple, c'est moins évident pour nous d'avoir envie de faire du sport, mais pour un chien qui passe énormément de temps à dormir, l'énergie elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc ce besoin d'activité physique, il est encore plus présent. Et donc ça c'est un problème que je vois très souvent, c'est que les maîtres n'imaginent pas ce besoin. Ils ne l'ont pas eux-mêmes, pourtant ils l'ont, ils seraient en largement meilleure santé, ils iraient mieux dans leur vie, que ce soit moralement et intellectuellement, ou physiquement tout simplement, ça irait mieux s'ils avaient une activité physique, mais ils ne l'imaginent pas. Donc du coup, pour leur chien, ça passe complètement à la trappe. Donc du coup, quand on met un chien dans son jardin, et ben il saute partout. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu un chien surexcité dans un jardin. C'est impressionnant le nombre de choses qu'ils peuvent faire à la seconde. Et ce qui est aussi très impressionnant, c'est de voir à quel point ils sont incapables de se concentrer sur quelque chose aussi. C'est quelque chose d'exceptionnel, ça. C'est une abeille. Oh, une abeille. Oh, un trou, on va creuser un trou. Oh, un os. Et enfin, ils s'arrêtent pas. En 10 minutes, ils ont fait 47 activités. Donc, c'est au bout d'un moment, c'est dur à suivre. Toute cette énergie-là, c'est de l'énergie physique qui est dépensée, mais encore une fois, les chiens ont besoin d'être stimulés intellectuellement vis-à-vis de leur instinct. C'est là aussi où il y a une inégalité entre eux et nous, c'est que nous, cette stimulation intellectuelle, on l'a aussi par les écrans. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on est quand même stimulé par le fait qu'on qu'on soit actif à bouger le doigt en scrollant sur Facebook, ou à lire quelque chose, ou à regarder une vidéo, on est concentré dessus. Le chien, lui, il n'a pas ça. Et stimuler l'intellect d'un chien, c'est lui faire prendre conscience de son rôle, donc qu'il agisse pour l'équilibre de sa meute, c'est-à-dire connaître le rôle qu'il a
Donc savoir ce qu'il a à faire, donc qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, ça le stimule parce que ça le rassure de savoir qu'il est à sa place. Et deuxièmement, c'est lui permettre de développer son instinct. Son instinct, c'est quoi? C'est son instinct de chasse. L'instinct qui a été hérité des loups, qui lui code que pour survivre, il a besoin de bouger, tout simplement. Pour survivre, il a besoin de bouger vers des objectifs. Et donc là, on va attaquer tout de suite le paragraphe suivant, qui est sortir son chien en promenade. Donc du coup, je reprends la phrase d'avant, et j'y réponds tout de suite. Mais alors, sortir dans le jardin, est-ce que c'est insuffisant? La réponse est très simple, oui. Contrairement à la croyance populaire, un chien n'a pas besoin d'un jardin. C'est un plus non négligeable, c'est un luxe, mais ce n'est en aucun cas un besoin, parfois même au contraire. Des maîtres avec un jardin auront bien plus de raisons de ne pas sortir en promenade. Et pourtant, pour un chien, la promenade est l'activité la plus complète pour qu'il puisse trouver son équilibre. Je m'explique. Le chien est un prédateur de meute domestiqué et ce que son instinct lui dicte de faire chaque jour est un instinct qu'il a conservé de ses ancêtres les loups. Il doit chasser. Chaque jour, les loups partent chasser. Ils peuvent marcher des heures et des heures, plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour, en ne trouvant parfois rien à se mettre sous la dent pendant plusieurs jours. Mais ils ne se démontreront pas pour autant. Chaque jour est une nouvelle opportunité de trouver de quoi manger. Cet instinct est ancré chez le chien, la dynamique de marche en meute est restée. Il doit marcher avec sa meute pour se sentir bien. Même si votre chien n'est pas un grand chasseur et que sa meute n'est exclusivement composée que de vous, de lui et de vous, cette dynamique de marche est capitale à son équilibre. Elle lui permet de combler ce besoin naturel qui le pousse chaque jour à se lever. De la même façon que notre ennui humain nous pousse à ranger, à préparer, à se documenter ou que sais-je, faire plein de choses, l'instinct du chien le poussera à se sentir bien après cette activité. C'est dans sa nature. Donc je mets un petit plus entre parenthèses. C'est en ce sens que César Millan dit que les chiens les plus équilibrés ne sont pas les chiens gâtés, les chiens qui vont, par exemple, chez le toiletteur et qui ont des friandises tous les 2 jours, toutes les deux minutes, pardon. Ce ne sont pas les chiens gâtés, les chiens les plus équilibrés, mais les chiens de SDF. Pourquoi? Parce que marcher des heures avec leur meute à la recherche de nourriture est à la base de leur équilibre. Tous leurs besoins primaires sont comblés. Donc la réponse est simple, oui, le jardin c'est insuffisant. Le jardin est insuffisant. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à l'instinct qui est resté ancré dans le chien, l'instinct de chasse, l'instinct d'aller marcher en meute. De la même façon que pour nous les humains, on a gardé plein d'instincts qui viennent des singes. On peut rien y faire, c'est comme ça, c'est notre programmation génétique qui l'a fait. On a par exemple l'instinct d'ouvrir grand les yeux, d'émettre des sons forts pour faire fuir pour de l'agressivité, c'est un instinct qui est hérité du singe. De la même façon, le fait de se lier en couple, c'est quelque chose qu'on a hérité il y a très longtemps, c'est pas quelque chose qu'on a décidé il y a 100 ans, le couple. C'est pas comme voudrait nous le faire croire une certaine vague d'un mouvement activiste que je ne nommerai pas, mais cette troisième vague-là qui nous fait croire que c'est une programmation purement culturelle, mais non, c'est une programmation génétique qui a permis la pérennité de notre espèce il y a des centaines de milliers d'années. Parce que le fait d'avoir une femelle qui s'occupe du petit et un homme, ça permet de découper le travail. L'homme va chercher à manger pendant que la femme peut s'occuper du petit. Là où la femme doit s'occuper du petit et chercher à manger, elle est moins productive, c'est plus dangereux, donc il y a moins de chances de survie. C'est tout simplement comme ça. De la même façon pour un chien, ce qui se passe, c'est que se mettre en meute, ça permet d'avoir une force de groupe, parce que le chien seul n'est pas un réel prédateur. Le chien est un réel prédateur en meute. Parce que c'est la force de la meute, c'est l'intelligence et la communication sociale qui a permis la meute. De la même façon, pour nous les humains, c'est la force de la parole qui nous a permis de dominer la planète. Parce que l'humain, si on le met dans une forêt face à un jaguar ou à un lion, il va tenir 10 secondes. C'est vraiment la force de l'outil et la force de la parole qui nous a permis d'avoir ça. Donc pour un chien, c'est ça, c'est la force sociale qui lui a permis d'avancer. Et cette force sociale s'est matérialisée par la marche en meute, à la recherche de nourriture. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais pu retirer de leur logiciel. C'est quelque chose qu'ils ont besoin d'avoir. Ils ont besoin de marcher pour se sentir bien vis-à-vis de leur instinct. Ils ont besoin de se promener. Donc, de la même façon, les chiens de sécurité privée, si on met de côté les maltraitances que malheureusement certains subissent, les chiens de sécurité privée, la plupart du temps, c'est ce qui correspond le plus à leur instinct naturel. C'est marcher
marcher toute la journée dans le but de trouver quelque chose sur son territoire, dans le but de trouver une biche ou je ne sais quoi, ou un agresseur, mais bon, le but n'est pas de le manger. De la même façon, pour les SDF, ça comble absolument tous les besoins du chien, le besoin de base, c'est vraiment marcher en meute à la recherche de la récompense qui est la nourriture. Et donc le plaisir que ressent le chien à aller en promenade, c'est justement cette quête de la recherche de cette récompense qu'on a en nous, qui est innée, enfin en nous, en eux plutôt, j'ai envie de dire, de cette récompense qu'ils ont du fait d'obéir à leur programmation génétique. Euh, Marcher avec sa meute, même si c'est que lui et vous, marcher avec sa meute, c'est à la base de son logiciel. Et donc c'est ce qui lui permet de trouver un équilibre de vie. Donc là où je dis que parfois, au contraire, le jardin est plus un problème qu'une solution, c'est que malheureusement, le jardin sert d'excuse pour ne justement pas sortir en promenade. On se dit qu'il est dehors, de toute façon il a juste besoin de respirer l'herbe, c'est faux, il a besoin de sortir en promenade. Si votre chien est aussi intéressé à l'idée de se promener, ce n'est pas pour rien. Et il est en général beaucoup plus intéressé par le fait de se promener que le fait d'être dehors dans le jardin. D'ailleurs, quand votre chien est dans le jardin et que vous ramenez la laisse, la plupart du temps, il est plus intéressé par le fait d'aller vers la laisse que de continuer sa besogne dans le jardin. C'est pas pour rien. C'est vraiment plus important pour lui. Et donc la plupart du temps, enfin moi c'est ce que je vois là, la plupart du temps en tout cas, le jardin sert plus d'excuses pour ne rien faire. Donc on voit des chiens qui restent toute la journée dans le jardin à aboyer, mais comme ils sont dehors, on se dit que c'est normal, ils ne font que s'exprimer. Mais non, leurs besoins ne sont pas comblés tout simplement. S'ils sont dans le jardin toute la journée à aboyer, c'est qu'ils sont anxieux, c'est qu'ils ont trop d'énergie, ils ont trop de frustration, tout ça c'est accumulé, c'est accumulé, c'est accumulé, et au bout d'un moment ça explose, et ça explose sous forme d'aboiement, d'agressivité, ils n'écoutent pas, ils font des fixations, enfin ce genre de choses. Si vous voulez régler ce problème, la première chose à faire, c'est la promenade. La promenade, et ce qui est préconisé en général, c'est 1 heure par jour. C'est quand même mieux 1 heure et demie. Alors, je continue. Le chien est un animal social qui a besoin d'interagir avec l'extérieur, humain ou chien confondu. C'est un besoin psychique, il doit avoir du contact, il doit pouvoir interagir calmement. S'il n'agit pas calmement, il pourra véhiculer une énergie de déséquilibre. La promenade est le remède miracle pour qu'un chien soit calme. Cela lui permettra d'interagir beaucoup plus calmement et posément sur son environnement. A l'inverse, un chien qui vivra dans un jardin passera son temps dans un état d'anxiété, à ne pas savoir comment expulser toute son énergie retenue. Il pourra détruire, tenter de s'échapper, etc. Ce ne sont pas des comportements de chien équilibrés. Quand vous passez devant un grillage avec un chien qui aboie toute la journée, pensez-vous qu'il est vraiment apaisé? Votre bon sens devrait vous faire très vite admettre que le chien devant vous est anxieux. Donc là, c'est un sujet assez difficile. Enfin, là, dit comme ça, c'est pas si difficile, mais je vais immédiatement glisser sur un autre sujet qui est, pour moi, une forme de maltraitance, qui est la maltraitance par négligence. C'est que quand on laisse faire n'importe quoi à son chien, par définition, il va avoir des comportements qui sont nuisibles. Et ces comportements nuisibles, qu'est-ce qui va se passer après ces comportements nuisibles vont se déporter sur l'extérieur. Donc tous les gens qui vont interagir avec le chien, tous les chiens qu'il va rencontrer, il va avoir ces comportements nuisibles. Donc il ne pourra pas être intégré en tant que chien calme. Donc il ne pourra pas être intégré par les autres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire rejeter par les humains, donc il va être isolé. Il va se faire rejeter par les chiens ou il va se battre avec les autres chiens, donc ça va être encore un sentiment d'isolation et d'incompréhension. Donc tout l'aspect social du chien va être complètement négligé. Donc là je vais faire un parallèle qui est très difficile et qui est très dur à entendre pour la plupart des gens, mais ce que dit Jordan Peterson, le clinicien chercheur en psychologie à l'université de Toronto, cette fois je connais le pays, ce qu'il dit, c'est que justement une forme de maltraitance qu'on donne, non pas vers les chiens, mais les enfants, ce qui est d'ailleurs très similaire pour ce cas-là, une des formes de maltraitance, c'est de laisser faire ce qu'on veut à son enfant. Le problème, c'est qu'après, les gens détestent cet enfant. C'est que si l'enfant a le droit de faire ce qu'il veut, il n'arrivera pas à s'adapter. Si on ne lui donne pas des limites, de dire par exemple on ne met pas une gifle à un adulte, il pourra le faire. Si on lui dit pas au moment où il l'a fait, il ne faut pas le faire, il va le faire. Sauf que s'il le fait à chaque fois qu'il voit un adulte, tous les adultes qu'il va rencontrer vont le détester. Donc il n'aura jamais dans sa vie la vision de quelqu'un qui l'aime vraiment. Et ça, c'est une maltraitance horrible. C'est quelque chose que les gens oublient
dans l'importance de donner des limites autant à un chien qu'à un enfant, c'est que quand on donne des limites, c'est pas juste pour le plaisir de donner des limites et pour le plaisir de se pavaner avec ses plumes pour se dire c'est bon, je domine quelqu'un. Non, donner des limites, c'est permettre de s'adapter. C'est permettre d'être accepté par les autres et de vivre des relations d'amour avec d'autres personnes qu'avec ses parents ou avec ses maîtres. C'est que si on ne permet pas de faire quelque chose à un enfant, c'est pour le bien-être de ses relations futures. C'est pour qu'il puisse, autant pour le chien que pour l'enfant, qu'il puisse s'adapter aux autres. Un chien qu'on va laisser agresser tous les chiens qu'il rencontre, aboyer sur tous les chiens qu'il rencontre, ça va faire un chien inadapté. Jamais un maître ne voudra accepter, enfin, à rares exceptions près, mais jamais un maître ne voudra accepter un gros chien qui aboie en montrant les crocs, ne laissera accepter, ne laissera ce chien-là approcher son chihuahua, par exemple. Pour des raisons évidentes. C'est que vous allez créer, si vous laissez faire ce que vous voulez à votre chien, vous allez créer, comment dire, tout, tout ce qui va faire, tout ce qui va faire que votre chien va être détesté par son environnement. Donc il ne sera jamais inclus dans son environnement, par votre négligence. Et c'est là où le problème du jardin intervient, c'est que justement, le jardin est une forme de négligence. C'est qu'on laisse faire ce qu'on veut à son chien, il n'a aucune limite, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment se comporter en extérieur, et le jour où vous le sortez en promenade une fois par mois, je ne sais pas, il ne sait pas comment se comporter. Donc tout ce qu'il voit autour de lui, c'est des gens qui vont avoir peur de lui, qui vont le détester, qui vont essayer de le dégager. C'est pas quelque chose qui est viable. Si vous voulez que votre chien soit équilibré, il faut qu'il comble aussi son besoin de relations sociales. Donc pour avoir des relations sociales, il faut qu'il soit adapté au monde dans lequel il évolue. Et donc la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir des contacts, c'est de travailler ce contact. Et donc travailler ce contact, c'est en promenade. Vous vous promenez avec votre chien, vous voulez qu'il n'aboie pas en présence d'autres chiens. Vous pouvez pas faire ça dans le jardin. Parce que ça va toujours être le même chien. Ça va être le chien du voisin. Donc ça va toujours être la même chose. Il n'y aura pas de comportement différent. Ça va être deux chiens qui vont s'aboyer dessus. Ça va tourner en vase clos. Ça n'a aucun intérêt. Alors que quand vous êtes en promenade, vous allez avoir des chiens calmes, des chiens pas calmes du tout, des chiens surexcités, des chiens dépressifs, des chiens agressifs. Vous allez tout avoir. Et là, vous allez pouvoir travailler sur ces points-là et vous allez pouvoir permettre à votre chien d'avoir des relations sociales saines. Vous lui permettez de s'adapter dans son environnement, vous lui permettez donc du coup d'être aimé, d'être accepté, et à partir de là, il pourra combler ce besoin de relations sociales. Donc je continue, quelques conseils. Un chien a besoin d'être promené tous les jours pour être équilibré. Mon premier conseil est de lui permettre de se promener au moins 1h30 par jour. Si vous n'avez que très peu de créneaux de libre, préférez faire une grande promenade que plusieurs petites. Cela vous laissera des créneaux pour le laisser libre ou pour faire de très courtes promenades pour ses besoins. Si vous n'avez malgré tout pas le temps pour le promener un jour, il est possible de faire appel à un dog-sitter, un promeneur ou un voisin pour s'occuper de votre chien durant votre absence. Donc là, premier conseil, il a besoin d'être promené tous les jours, et donc oui, un conseil important, c'est que vaut mieux faire une grande promenade, par exemple, avant de partir au travail ou je ne sais quoi, vaut mieux faire une grande promenade et après le soir faire deux petites pour les besoins ou pour jouer à la balle ou quoi que ce soit, plutôt que faire plein de petites promenades. Donc il faut cumuler 1h30, mais vaut mieux avoir 1h29 le matin et 1 minute le soir que 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Le but c'est vraiment de créer une dynamique de meute, c'est que vous créez la dynamique, vous allez vraiment chasser d'une certaine façon. C'est ce qui va être, entre guillemets, dit. C'est que il a le temps de se mettre dans l'état d'esprit de la marche en meute. Donc vraiment, vaut mieux faire une grande promenade qui va lui permettre de se mettre dans cet état d'esprit de marche en meute, donc d'instinct, plutôt que plusieurs petites. Et d'ailleurs, si vous avez l'habitude de faire plusieurs petites promenades, faites une grande promenade pour faire l'essai. Vous allez voir qu'au bout d'1 heure, votre chien vous écoute beaucoup plus que si vous faites des promenades de 10 minutes. Vous faites une promenade d'1 heure et vous lui demandez la même chose que vous lui avez demandé en début de promenade, vous allez voir qu'il va vous écouter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus calmement. Et donc voilà, de la même façon, si vous n'avez pas le temps de faire ce genre de choses, votre chien a besoin de se promener, donc n'hésitez pas à faire appel soit à un professionnel, donc par exemple à moi, hein, je me donne un exemple, ou tout simplement à un voisin. Vous pouvez le laisser à votre voisin, sous condition qu'il le promène aussi, parce que sinon ça ne sert à rien. Si c'est pour passer d'un jardin à l'autre, bon, il se passe pas... ça peut marcher une fois, mais c'est pas une solution qui est viable à long terme. Alors, mon deuxième conseil est sur le contenu de la balade lui-même. Un chien a besoin d'une dynamique de marche, pas de jeu. Je parle bien de besoin.
Le jeu est simplement un bonus, un luxe. Si vous voulez jouer avec votre chien, la durée de jeu ne doit pas excéder la durée de la marche. Vous pouvez remplacer la marche à pied par du vélo, de la trottinette ou du jogging. Tout ce qui compte, c'est la dynamique de marche, la dynamique d'avancement. Concentrez-vous sur un objectif, un lieu, une étape, et allez de l'avant avec votre chien. Faites en sorte qu'il n'ait qu'à vous suivre, cela lui fera un bien fou. Donc oui, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu est bien, c'est bien de jouer, quand il joue à la balle, effectivement, il est surexcité, il se dépense, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, encore une fois. Vous pouvez lancer la balle à votre chien indéfiniment, ça ne comblera pas son besoin de marche, son besoin de se mettre dans cette dynamique qui est nécessaire à son développement, qui est nécessaire à sa vie, qui est nécessaire au fait qu'il soit équilibré. Euh, donc la balade, quoi que vous fassiez, ce qui compte, c'est là où vous allez. C'est-à-dire que ce soit à vélo, en trottinette, donc en faisant bien attention évidemment au niveau au niveau d'énergie de votre chien, évidemment, vous n'allez pas faire du vélo avec un chien de 13 ans, surtout si c'est pour faire une balade d'1 heure et demie. Euh, mais quoi que vous fassiez, ce qui compte, c'est la dynamique d'aller de l'avant, tout simplement. Vous vous concentrez sur un objectif. Tiens, aujourd'hui, je vais aller ici, tout simplement. Donc vraiment, vous concentrez sur un objectif, vous devez aller ici, par exemple, je sais pas. Vous savez que le château d'eau de votre ville est à 2 km, et bah tiens, aujourd'hui je vais passer par le château d'eau. Vous vous concentrez sur cet objectif et vous êtes vraiment dans la dynamique d'arriver au château d'eau. Vous n'êtes pas dans la dynamique de perdre 1 heure, vous êtes dans la dynamique d'aller au château d'eau. Et tout change à partir de ce moment-là, parce que votre énergie va changer. Vous êtes dans une dynamique d'aller vers quelque chose, et votre chien va sentir qu'il doit vous suivre, tout simplement. Donc la promenade, en ce sens, comble beaucoup plus le besoin de votre chien. Donc le contenu de la balade, c'est vraiment se concentrer sur un objectif, tout simplement. À savoir, pour faire du sport avec votre chien, j'ai traduit aussi un article de César Milan, conseil pour faire du sport avec son chien. Je vous mettrai le lien dans la description, et je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo explicative. Alors du coup, conclusion maintenant. On a souvent tendance à inverser le rôle entre les chiens et les chats. On entend souvent un chien a besoin d'un jardin et un chat peut vivre en appartement. Bien que n'étant pas du tout spécialiste des chats, je peux vous affirmer que c'est le contraire. Le chat est un chasseur discret et solitaire, il a donc besoin d'espace pour établir ses stratégies et combler son instinct primaire. Un chien à l'état naturel va, lui, chercher à chasser en meute et dormir dans un petit espace sécurisant, sa tanière. Il n'a donc pas besoin d'espace, mais d'activité. L'un et l'autre ne sont donc pas directement liés. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu glissant, dans le sens où c'est pas mon domaine de spécialité, le chat, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, c'est qu'on a tendance à accepter les chats en appartement, mais pas les chiens. Et la plupart des gens ont beaucoup plus de mal à imaginer un chien en appartement qu'un chat en appartement. Et pourtant, je vous le dis, les chiens en appartement, sous condition d'être promenés, sont très heureux. Je vivais d'ailleurs avec mes 3 chiens. J'ai gardé, donc avant de déménager à Clermont-Ferrand, j'ai gardé des dizaines de chiens. La pièce de vie des chiens était de 15 mètres carrés. C'est-à-dire que les chiens vivaient dans 15 mètres carrés. Moi, j'avais la chambre à côté, mais l'état, enfin la pièce de vie dans laquelle étaient les chiens, c'était 15 mètres carrés. Alors vous allez me dire, mais c'est ridicule, je n'ai pas de jardin, c'est 15 mètres carrés, c'est tout petit. Mais non, parce que je les promenais énormément, du coup, ils avaient leurs besoins qui étaient comblés, et quand ils rentraient à la maison, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était se reposer, mâcher un os, comment dire, avoir des communications entre eux, donc des relations calmes. Ils n'avaient pas besoin de courir partout, parce que leur énergie était dépensée. Donc les chiens en appartement sont largement, enfin ils peuvent largement vivre et être heureux, sous condition d'être sortis. La différence avec le jardin, c'est qu'effectivement, si votre chien a besoin de faire ses besoins, c'est mieux que ça soit fait dans le jardin que sur votre carrelage. Là-dessus, je peux rien dire. Par contre, à l'inverse, on a tendance à dire que les chats vivent très bien en appartement, sauf que pour avoir côtoyé quelques chats d'appartement, enfin en tout cas pour les avoir observés, du peu que je connaisse sur les chats, ils étaient dans des états d'anxiété atroces. Ils étaient soit dépressifs, soit craintifs, soit ils n'avaient juste plus de motif de vie. Parce que le chat, du peu que je sache sur lui, a besoin d'espace. C'est exactement l'opposé du chien. Le chien a besoin d'activité, le chat a besoin d'espace. L'activité du chat dépend de l'espace. L'espace qu'a le chien dépend de son activité. C'est-à-dire que c'est la marche qui va entraîner comment dire, qui va entraîner la grandeur du terrain du chien, son territoire si on veut, alors que le chat, c'est à partir de du déplacement dans son espace
que va se créer une activité, parce que va y avoir un oiseau, parce que va y avoir un écureuil, ou parce qu'il veut se battre avec un autre chat. Et pourtant, on a tendance à dire que c'est les chats en appartement, pourquoi pas, et les chiens en appartement, surtout pas. Et bah je vous le dis, c'est l'inverse, c'est clairement l'inverse. J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de chiens qui vivaient en appartement, qui étaient bien plus heureux que des chiens qui vivaient derrière enfin dans des jardins. Je veux dire, mettez-vous en tant qu'observateur et observez par vous-même ce phénomène. Promenez-vous dans les rues résidentielles en général, où les maisons phénix fleurissent à vitesse grand V. Vous allez voir le nombre de chiens, souvent de famille, qui sont derrière des grillages à aboyer toute la journée. Et bah ces chiens-là ne sont pas heureux, je vous le dis. Euh, je termine. Si vous songez à prendre un chien en appartement, la condition principale ne diffère pas. Il doit être promené pour être équilibré. De plus, tout le temps que vous passez à combler ses besoins vous permettra de l'observer dans ses meilleurs moments. Vous pourrez ainsi mieux le comprendre. La promenade est le remède miracle pour beaucoup de problèmes chez le chien. Augmentez la durée de promenade quotidienne et vous verrez les effets sur votre relation. Donc là, je vais finir là-dessus. Effectivement, un chien a besoin d'être promené et vous pouvez le constater par vous-même. Quand vous sortez plus votre chien, le comportement se modifie drastiquement. Un chien qui va être promené 20 minutes par jour, il a des problèmes de comportement, vous le promenez 2 heures par jour pendant une semaine, c'est le meilleur chien du monde. C'est quelque chose qui a tendance à beaucoup choquer les maîtres. Sur les gardes que j'ai faites, souvent j'ai rendu des chiens après les avoir beaucoup promenés, donc des chiens qu'on me décrivait comme des monstres. D'ailleurs, c'est le cas d'Ibis du coup, comme elle était dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que Ibis, donc la vidéo que vous pouvez trouver juste là, Ibis était un chien qui avait tendance à être agressive envers les autres chiens, donc du coup, ça donne pas envie de se promener avec, donc du coup, elle était moins promenée, donc du coup, elle avait plus de réactions, parce qu'elle avait plus d'énergie, donc c'était un cercle vicieux, ça tournait en boucle. La première des solutions que j'ai trouvées avec Ibis, c'est tout simplement déjà être sûr de moi, donc lui faire comprendre que je prenais les rênes pour marcher. Quand j'ai rendu Ibis, elle était très calme. Elle était très calme. Au fur et à mesure du temps, des mauvaises habitudes sont revenues, parce qu'il y a eu quelques problèmes, mais bon, ça, on va pas épiloguer. Mais c'est le fait d'avoir rediminué ce temps de promenade qui a recréé des problèmes. Et si vous avez des problèmes avec un chien, la promenade change tout. J'ai eu aussi des chiens qui étaient réputés pour être hyper actifs. J'ai fait une balade à vélo, pendant une semaine, je les entendais pas. Ils étaient extrêmement calmes. On me demandait, mais alors comment tu fais en appartement pour avoir des chiens comme ça? Ils sont parfaitement calmes, parce qu'ils sont sortis. De la même façon, mes chiens, ceux que vous avez vus sur les vidéos d'avant, ceux que vous voyez sur les photos sur Facebook, ces chiens-là sont d'un calme à toute épreuve, parce qu'ils sont sortis tous les jours. Je n'ai jamais aucun problème de surexcitation dans la maison, parce qu'ils sont parfaitement calmes. Et ça modifie complètement leur comportement. De la même façon, si votre chien est équilibré, ne le sortez plus pendant une semaine, et vous allez voir ce que c'est un chien déséquilibré. Donc voilà, ce qui est bien aussi avec la promenade, c'est que ça vous permet de l'observer, donc de regarder comment il réagit, donc de déceler aussi sa vraie personnalité. Donc pas sa personnalité anxieuse, c'est-à-dire les gens confondent souvent personnalité et problème. C'est que ça c'est Christian Combaz qui le dit vis-à-vis des enfants, c'est qu'on a tendance à dire que les enfants mal élevés sont des enfants qui ont du caractère. Non, ils n'ont pas du caractère, ils sont juste mal élevés. Euh, un enfant qui va casser des vitres de voiture n'est pas un enfant qui a du caractère. C'est un enfant qui sait juste pas qu'il faut pas le faire. Et bah de la même façon, un chien qui va aboyer et qui va hurler, et qui n'aime pas les chiens, ce n'est pas son caractère, c'est qu'il est simplement anxieux, tout simplement. Donc si vous le promenez plus, ces phénomènes vont avoir tendance à réduire avec le temps, et donc là vous allez pouvoir déterminer son réel caractère. Et c'est là où c'est passionnant et fascinant comme changement, c'est que l'image qu'on a de ce chien qui est pourtant exactement le même, entre le moment où il est peu promené et le moment où il est vraiment beaucoup promené, l'image elle change radicalement, mais dans le bon sens. Il faut pas non plus avoir peur que votre chien ne soit plus votre chien, au contraire il va être beaucoup plus affectueux, il va être beaucoup plus joueur quand vous le sollicitez, il va être beaucoup plus facile à gérer, et il va être beaucoup moins agressif. Donc vous allez passer de largement meilleurs moments en extérieur. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus sur cette vidéo. Donc voilà, la conclusion en gros c'est le jardin c'est bien, c'est un luxe, hein, je vais pas mentir, hein, quand il y a un rayon de soleil c'est très bien, ça fait plaisir de pouvoir se pavaner ou justement
se reposer à la lueur du soleil, faire la sieste, jusqu'à non plus pouvoir, jusqu'à avoir des coups de soleil, ça peut même arriver. Ça fait toujours plaisir de pouvoir se rouler dans l'herbe et tout ça. C'est un plus, c'est un luxe, je suis d'accord, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez un chien et que vous vivez en appartement, vous pouvez absolument, sous condition de respecter le rythme de promenade. À l'inverse, si vous avez un jardin et un chien et que vous avez des problèmes, essayez de diminuer la quantité de jardin et d'augmenter la quantité de promenade. Vous allez peut-être régler beaucoup de problèmes sans même avoir besoin de faire appel à un professionnel. C'est là tout l'intérêt de ce genre de vidéo, c'est que vous pouvez résoudre le problème par vous-même, juste en augmentant le temps de promenade. Mais évidemment, si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas le temps, je reviens là-dessus, vous pouvez appeler quelqu'un pour le faire. Mais bon, ça sera pas la relation qui sera équilibrée, ça sera simplement le chien. Après, ça sera à vous de vous regreffer à votre chien pour recréer une relation d'équilibre. Mais bon, le mieux c'est que ça soit vous qui le fassiez. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo du genre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, à me l'écrire dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, un pouce vers le bas. Si vous me détestez, vous pouvez même m'insulter dans les commentaires. Sinon, si ce sujet peut intéresser vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Donc n'oubliez pas, j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans les dernières vidéos, mais n'oubliez pas qu'un chien équilibré est un chien heureux. Donc visez l'équilibre de vie, donc obéissez à ses programmations génétiques pour retrouver son équilibre de vie, tout simplement. Donc son équilibre de vie, donc il sera plus heureux. Voilà, un chien équilibré est un chien heureux. Je vous laisse, à la prochaine, ciao.